السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix soit sur vous. Je vous salue et vous جديدة من برنامج بلا حدود. dans un nouvel épisode de Bela Houdoud. La République du Mali est l'une des anciennes colonies françaises. Elle a eu son indépendance le 22 septembre 1969. Elle est restée liée à la France comme un pays qui utilise le franc français. 17 millions d'habitants, 95% de musulmans. Ses frontières nord, l'Algérie. Bon, il est en train de numérer les pays limitrophes du Mali. Le Mali souffre de troubles dans la région du désert. Et en dépit de l'aide militaire française, la France n'a pas réussi à mater cette rébellion ou ces troubles. Nous allons discuter de plusieurs questions avec le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a étudié à Dakar, à l'université de Dakar, puis à la Sorbonne. Il a occupé plusieurs postes avant de devenir président. De 92 à 2000, il était ambassadeur de son pays dans plusieurs pays, puis ministre des Affaires étrangères en 93, et puis Premier ministre 94 à 2000. Il est devenu président de l'Assemblée nationale en 2002 pour 5 ans, puis a été élu président en 2013. Bienvenue, Monsieur le Président. La guerre contre les djihadistes était le titre de la situation dans les pays du Sahel. Et le Mali est au cœur de ces troubles. Pourquoi les troubles se sont-ils concentrés au Mali plutôt que dans d'autres pays? Je ne dirais pas que nous avons affaire des djihadistes, nous avons affaire à des terroristes. Et nous avons eu des problèmes internes de développement et une disparité de développement entre le nord et le sud. Et certains de nos frères s'en sont émus et ont pensé que c'était par la voie de la lutte armée. Ce terme, je l'ai pris de l'agence France Presse. C'est pas mon terme à moi. Mais l'agence France Presse peut dire ce qu'elle veut. Et moi, je dis ma façon de voir les choses. Le Mali est un pays musulman. Vous vous rappelez, vous êtes un homme de culture. Tombouctou, dans l'histoire musulmane, est connu. Donc, on ne peut pas parler de guerre djihadiste au Mali. C'est impropre. Il y a une lutte contre le terrorisme au Mali. Et il y a eu un fonds de éradication politique qui a été conclu par les entretiens, les négociations en Algérie entre les parties maliennes. Cela a abouti à un accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Mais depuis, nous continuons également, encore aujourd'hui, à assister à des actions de déstabilisation qui sont terroristes, purement et simplement. Et c'est ça, au centre du Mali, un mouvement qui a voulu tromper également, a voulu prendre une coloration religieuse qui ne trompe personne. C'est le Front de libération dit du Massina. Mais tout cela, aujourd'hui, est très circonscrit et nous sommes résolus, nous, aujourd'hui. Quand je dis nous, ce nous comprend et le gouvernement et les anciens groupes armés rebelles. C'est vous dire que le Mali a avancé. Mais les mouvements séparatistes ou les groupes armés accusent le gouvernement qu'elles n'ont pas respecté l'accord et ne l'a pas appliqué jusqu'à maintenant. Vous savez, dans un accord, lors de l'application de la mise en application d'un accord, il y a souvent ce genre de divergence qui arrive, qui intervient. Chacun qui est de bonne foi au Mali, et Dieu sait que cet accord n'a pas été signé sans la présence des observateurs, sans leur implication,
Il y a un comité de suivi de l'accord. Et tout le monde, aujourd'hui, convient des efforts que le gouvernement du Mali fait au quotidien pour la mise en œuvre de l'accord. Tout le monde sait également à qui est imputable le retard constaté ça et là. Quand on demande des listes, notamment pour les patrouilles mixtes, quand on demande des noms pour tel ou tel organisme à mettre en place d'accord parti, les groupes traînent les pieds pour donner ces listes-là. Et ne sont pas souvent d'accord entre eux. Cela est constant et patent et avéré. Le gouvernement du Mali est si diligent qu'il a compris que les groupes avaient des difficultés, notamment à pouvoir maintenir leurs éléments au niveau des salaires des soldes et des problèmes de nourriture et de logistique. Et le gouvernement, malgré la modicité de ses moyens, la faiblesse de ses moyens, le gouvernement du Mali a avancé ces ressources-là qui devaient provenir d'apports internationaux selon nos accords. Et cela est la preuve de notre disponibilité totale et entière et de notre bonne foi, qui est constante. Nous n'avons aucun intérêt à ce que le processus de paix échoue. Nous n'avons aucun intérêt à ne pas appliquer l'accord. Nous savons le prix à payer pour ce faire. Nous savons combien nous avons lutté pour que notre pays arrive à un tel stade, à une telle conclusion d'un accord entre ses fils, pour que nous envisagions ensemble un avenir radieux pour le Mali. Donc nous ne sommes pas dans une malice. Mais permettez-moi, Monsieur le Président, les Français eux-mêmes, le ministre de la Défense, le 6 novembre dernier, a dit que j'ai répété à plusieurs reprises au président Keïta de prendre des mesures pour intégrer les gens du Nord. Et il dit que l'application a été empêchée. Mais je n'ai pas besoin de cette leçon de Jean-Yves Le Drian pour faire ce que je dois faire. Mon gouvernement, depuis même juste après la conclusion de l'accord, a inclus des frères du Nord dans notre gestion. Nous avons également, dans toutes les sphères de l'administration du Mali, des frères du Nord. Donc, nous n'avons pas attendu Jean-Yves Le Drian pour demander d'impliquer nos frères. C'est notre travail quotidien. Et parce que nous nous sentons d'abord maliens, avant que de nous distinguer comme de telle ou telle ethnie ou de telle région du Mali. Nous sommes d'abord maliens. Donc cette leçon-là, elle est malvenue. Et elle ne correspond à aucune réalité. Je ne l'ai pas compris, ça. Je n'ai pas compris ce propos-là. Je l'ai entendu comme vous. Je la récuse parce qu'elle n'a pas de prise. Elle n'a aucune réalité. Elle ne correspond pas à ce que les Maliens vivent. À notre compréhension de notre rôle, notre mission, que nous continuons d'assumer dans l'intérêt de notre peuple. C'est le seul guide pour nous, l'intérêt du peuple du Mali. Y compris ce que vous appelez les terroristes, et les Français les appellent les djihadistes? Les terroristes, c'est autre chose. Les terroristes, c'est autre chose parce que, vous savez, quand les gens, ici au Mali comme ailleurs, tuent sans raison valable, sans qu'il y ait de motif de combattre tel ou tel élément de la société malienne, simplement le plaisir de tuer, de montrer que l'on a la force avec soi, que l'on peut tuer impunément, cela pour moi est absolument à rejeter. Donc quand je parle de dialogue, quand je parle de fils du Mali qui doivent s'entendre pour avancer, bien entendu, il est clair que cela ne saurait être compris là-dedans. Parce que vous ne pouvez pas dialoguer avec quelqu'un qui ne cherche qu'à vous tuer, qui n'a absolument aucune espèce de valeur accordée à la vie humaine. Et surtout qui n'a rien à voir avec notre belle religion d'islam qui n'est qu'une religion de paix. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Je dis bien les terroristes, ça veut dire ce que ça veut dire. Historiquement, ceux qui sèment la terreur, ceux qui font peur, ceux qui n'ont que ça comme projet. Mais en avril dernier, il y a eu la conférence nationale de paix sous votre égide et la conférence a recommandé qu'il y ait un dialogue entre tous, y compris les djihadistes et Massina. Non, la conférence n'a pas réclamé cela. Dans le cours de la conférence d'entente nationale, quelqu'un est intervenu et a dit cela. Mais cela n'a pas été acté par la conférence d'entente nationale. On ne peut pas considérer cela comme un acte de la conférence d'entente nationale. Dans le propos tenu par les uns et les autres, dans une intervention, quelqu'un a lancé ça. C'est son droit de lancer cela.
Mais la conférence en tant que telle ne l'a pas recueilli comme acte ou comme suggestion, résolution à prendre et à acter. Ce n'est pas le cas. Donc, quels sont les scénarios de la guerre entre vous et les groupes que vous décrivez comme étant des terroristes, alors que les États-Unis, l'État le plus puissant au monde, depuis 2001 contre les terroristes, n'a pas pu vaincre les terroristes? Vous savez, il y a aujourd'hui un problème qui se pose au monde entier, pas seulement au Mali. C'est le monde entier qui est aujourd'hui face à des actes terroristes, qui sont des actes qui interpellent toute la conscience humaine par rapport à ce que doivent être les relations au sein d'une société entre les acteurs, citoyens, populations vivant sur une même terre. Et dans le cas d'espèce, nous sommes confrontés, nous, à un mélange de terrorisme et de crimes ordinaires, notamment le narcotrafic et le trafic humain. Tout cela se nourrit l'un l'autre et cela n'est pas admissible et doit être combattu par tous ceux qui aspirent à la paix mondiale. Et encore une fois, notre belle religion, l'islam, qui est connue au Mali, pas d'aujourd'hui. Vous savez, je viens de la mosquée de Doha, j'ai remis à l'imam quelques manuscrits, des copies des manuscrits de Tombouctou, pour indiquer l'antériorité, l'ancienneté de notre tradition islamique, pour indiquer la permanence de notre tradition islamique, de dire également que Tombouctou a été un foyer de rayonnement culturel musulman depuis le Moyen-Âge. Cela est avéré. L'université de Sankoré, de Djingiré à Tombouctou, sont célèbres dans le monde entier, dans le monde musulman. Donc, personne ne viendra apprendre l'islam au Mali et aux Maliens, surtout pas à Tombouctou. Donc, il s'agit d'autre chose. Et cette autre chose-là, qui est ambiant ailleurs également, doit être combattue par tous les hommes épris de liberté et de paix. Monsieur le Président, est-ce que l'extrémisme n'est pas quelque chose qui ne marche pas dans la logique et qui n'est pas... Bien sûr, hélas. Pourquoi alors vous ne dialoguez pas avec les extrémistes dans votre pays? Et si vous dialoguez avec eux, plusieurs, eux, reviennent peut-être grâce au dialogue, pas par la guerre. Nous avons des exemples indirects. Nous avons vu, en Algérie notamment, comment les choses, dans un dialogue national, a pu inclure un certain nombre de personnes et de gens qui étaient dans une logique terroriste pure et dure. Mais cela avait indiqué et avait montré des signes allant dans ce sens-là. Mais pendant que vous dites cela, pendant la conférence d'entente nationale elle-même, ceux-là auxquels vous faites allusion ont continué de tuer et de tuer en masse et de le revendiquer. Vous avez vu que 2 jours après, dans une base du Nord Mali dédiée à la paix et à la stabilisation, on a fait éclater une bombe en pleine réunion, en plein regroupement d'éléments qui s'apprêtaient à aller patrouiller pour la paix. Comment voulez-vous, dans ces conditions-là, demander à ceux-là de dialoguer avec vous? Ils ne montrent aucune espèce d'indication tendant à cette solution-là. Ils n'ont aucune volonté de dialogue. Ils ne manifestent pas. Nous sommes conscients que dans toute difficulté, l'idéal, c'est la table autour de laquelle on peut s'asseoir pour parler, pour discuter, pour avancer. Mais quand l'homme tient une bombe à la main, ne veut que vous tuer, qu'est-ce qui vous reste comme solution? Le combat. Que vous gagnez ou que vous perdiez. Vous n'avez pas de choix. On ne vous laisse même pas le choix en réalité. Est-ce que donc, lorsque j'ai essayé de suivre ce qui se passe, j'ai trouvé que chaque jour, il y a de nouveaux groupes dissidents. En mars dernier, il y a 2 mois, 4 nouveaux mouvements djihadistes au Mali et dans le Sahel sont apparus. Ils se sont regroupés sous Nusrat al-Islam. Et même si vous les combattez, il y aura d'autres groupes. La guerre n'entraîne que la guerre.
Est-ce que cela veut dire que vous pouvez entrer, annoncer une trêve, ou bien vous avez décidé qu'il n'y a que la guerre? Je pense que si ces groupes disent vouloir une paix fondée sur les valeurs de l'islam, ils devront comprendre que l'islam est une religion de paix, pas une religion où on doit massacrer ses frères, les tuer. Quand ces groupes accéderont à une telle compréhension et voudront que dans le pays, on se donne la main pour bâtir ensemble une société juste et de paix, il n'y a pas de problème à ce moment-là. Mais tant que ces groupes auront la bombe à la main, tant que ces groupes auront la Kalachnikov à la main, je ne vois pas qu'est-ce que vous attendez du gouvernement du Mali en matière de dialogue à ce moment-là avec ceux-là. Toute la question est là. Nous ne sommes pas des hommes fermés, nous ne sommes pas des hommes inintelligents de l'histoire. Nous savons ce qui s'est passé ailleurs. Nous savons ce qui peut se passer également. Nous souhaitons la paix pour notre pays. Nous souhaitons que nous créions ensemble les conditions d'un développement au profit de l'ensemble des populations, du nord au sud du pays, d'est en ouest. Et pour qu'il y ait le développement, chers amis, pour qu'il y ait des routes, pour qu'il y ait des aéroports, pour qu'il y ait des hôpitaux, pour qu'il y ait des écoles, il faut la paix. Sans la paix, aucun projet de développement ne peut prospérer. Donc le pays ne peut pas se développer à ce moment-là. Nous voulons développer le pays. Notre projet n'est pas la mort. Notre projet, c'est la vie. Et la vie des hommes doit se faire dans des conditions de confort, dans des conditions dignes d'hommes du XXIe siècle. Pas des conditions de mort, pas des conditions de massacre, pas des conditions de rejet de l'autre, pas des conditions d'hostilité constante, violente, ambiante. Non, nous voulons la paix. Ils accusent les forces françaises qui sont présentes au Mali que c'est ces forces-là qui commettent des crimes et qu'ils ont tué plusieurs civils et des dizaines de personnes sont... Je crois que les forces françaises ont répondu à cela et leurs porte-parole sont mieux indiqués que moi pour faire justice de ça. Mais je dis une chose encore une fois, dans ce domaine-là, ceux qui tuent quotidiennement les personnes civiles, ceux qui tuent quotidiennement les populations dans les villages, dans les villes du Mali, ce ne sont pas les troupes françaises. Ce sont bel et bien les terroristes. C'est eux qui font cela. Et je pense que... Et les Français? Je ne crois pas que ce soit leur mission. Et je ne crois pas que ce soit juste de leur imputer cela. Je ne le pense pas, sincèrement. Je crois que... L'autre partie accuse les Français de tuer les civils. Oui, on peut toujours accuser quelqu'un, cher ami. Mais il faut avoir les preuves de ce qu'on dit. Il est facile de dire. Il est difficile de prouver. Cela est constant. Mais en dépit de la présence des forces françaises, 11 000 aussi troupes africaines, la guerre continue. Et elle ressemble à une guerre contre des mirages. Est-ce que le Mali et votre gouvernement restera dans une telle guerre interminable? Non, il n'y a pas de guerre à proprement parler. Il y a un conflit, cher ami, asymétrique. Il n'y a pas de troupes ennemies en face de troupes régulières de l'armée malienne. Il y a une guerre asymétrique qui est faite d'embuscades, qui est faite de pièges, qui est faite de mines. Des guerres de bandes, de banditisme. Cher ami, cela aujourd'hui est la nouvelle donne dans le monde entier. Et je pense que de ce point de vue-là, ce que l'on peut noter, c'est que l'état de belligérance qui était au Mali, qui était une réalité, n'existe plus. Il n'y a plus de conflit armé entre le gouvernement du Mali et les groupes armés qui étaient autrefois là, en face du gouvernement du Mali. Aujourd'hui, c'est des groupes sporadiques, des groupes restreints, 4-5 personnes, 10 maximum, qui attaquent ou des convois ou qui piègent à droite et à gauche. Et cela est une guerre asymétrique qui nécessite de notre part également un ajustement intelligent par rapport à ce mode de conflit, de lutte. Et nous sommes en train de le faire. Et nous avons vu d'ailleurs que dans la zone du Sahel, vous avez vu que cela a été bien compris maintenant comme une menace transfrontalière qui ne concerne pas que le Mali. Pourquoi 5 États se sont mis ensemble aujourd'hui? Le Tchad,
le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie et le Mali pour créer le G5 Sahel. Le G5 Sahel qui a une vocation non pas de belliciste, mais de protection et de sécurisation de nos pays, de nos frontières. Et parce que nos pays veulent la paix, nos pays veulent se développer, qu'on nous laisse tranquille travailler au bonheur de nos peuples. On ne peut pas le faire, on ne peut pas continuer comme ça, chaque jour, avec des pertes en vies humaines, chaque jour à faire des efforts militaires d'équipement, dans le temps même où nous aurions besoin de ces ressources-là pour développer les hôpitaux, les écoles, les centres de santé. On a besoin de ça aujourd'hui, pas de la guerre. Mais ces 5 pays du Sahel que vous présidez pour lutter contre le terrorisme et le crime organisé et qui est formé de ces 5 pays, qu'est-ce que vous pouvez faire alors qu'un pays comme la France, depuis 4 ans, présente dans la région, les États-Unis, en Afghanistan, en Irak et dans d'autres endroits, n'ont pas pu régler cette question? Est-ce que vous ne pensez pas que traiter les sources, les causes d'origine est plus utile que d'une guerre sans merci contre le terrorisme? Bien évidemment, cher ami. Bien évidemment, cher ami. Les sources sont connues de gens qui sont à l'affût de la misère des gens, des difficultés des gens, qui les exploitent par tel ou tel moyen pour montrer que les États ne sont pas capables de subvenir aux besoins de la population, qu'eux feraient mieux à leur place. Cela est connu. Cela est connu. Et c'est bien pour cela que notre G5 Sahel n'a pas simplement une vocation de sécurité, de défense. Elle a une vocation d'intégration économique, de mise en commun, de mutualisation de nos possibilités pour faire en sorte que notre région soit une région de développement, dédiée au développement et non à la guerre. Et nous sommes une organisation qui est ouverte. Monsieur le Président, est-ce que vous ne pensez pas que la corruption, l'injustice et les différences sociales sont des raisons réelles qui mènent à l'extrémisme et à la rébellion contre les États? Si cela est avéré, il n'y a aucun problème. Et je vais vous dire que nous avons tellement souci de cela que nous venons de mettre en place l'Office malien de lutte contre l'enrichissement illicite. Dès l'instant où il sera prouvé que tel ou tel responsable, chez nous en tout cas, a accumulé des richesses sans que cela puisse être adossé à des ressources licites, avouables, tangibles et avérées, il sera poursuivi. Nous avons également chez nous ce qu'on appelle la déclaration de revenus. Et cette déclaration de revenus sera dorénavant vérifiée, étudiée, pour voir les failles qu'il y a là-dedans, les omissions et les mensonges. C'est vous dire que nous avons souci de cela. Nous savons très bien que dans nos pays, pas seulement dans nos pays, dans tous les pays du monde, les ravages que fait la corruption. Et c'est un système qui est mondial. Pour autant. Mais la corruption dans vos pays est plus importante. Les citoyens ne se sentent pas en sécurité, même dans les capitales. Dans tous les pays du monde, il y a la corruption, mais si elle est tolérable, à la limite, dans les pays développés, elle est criminelle chez nous, dans nos pays. Mais elle n'est pas la seule en cause. C'est un argument qui est souvent avancé. Nous sommes en rébellion, nous nous révoltons, nous voulons faire la guerre. Dans ce cas-là, quand on va dans un village et qu'on tue des petits villageois sur un marché, est-ce que c'est la lutte contre la corruption? Quand on tue des villageois entre deux foires villageoises, est-ce qu'on lutte contre la corruption? Quand on va à la mosquée d'un village pour attendre l'imam à la sortie de la mosquée, et ils luttent contre l'armée et les forces françaises dans les reportages que j'ai vus. Ils luttent. Mais il y a un point important pour la corruption. Lorsque vous étiez président entre 2004 jusqu'à lorsque vous étiez Premier ministre, vous étiez aimé par le peuple. Vous étiez très populaire. Vous avez réalisé de grandes choses. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche maintenant, en tant que président, de faire ces réalisations?
Cher ami, je veux dire d'abord ceci. Merci d'abord pour votre appréciation de ce que nous avons fait par le passé. Je n'ai pas changé en tant qu'homme. On ne change pas à mon âge. Et on a des valeurs pour la vie. Et on ne peut pas être ébloui par le pouvoir, les phases du pouvoir, quand on a exercé les mandats que j'ai exercés déjà, dans lesquels je ne me suis pas illustré par mon caractère corrompu ou par mon caractère dissolu. Sûrement pas. Et quand vous parlez de l'armée française ou des forces françaises, elles ne sont pas celles qui viennent dans les villages pour tuer les populations. Elles ne sont pas celles qui tuent les gens quand ils se rendent dans les fêtes foraines, d'un village à l'autre. Je crois que là, il faut qu'on soit très clair. Ceux qui font cela ne peuvent être considérés que comme des terroristes de la pire espèce et doivent être combattus. Pour tout homme qui veut la paix et qui aspire à la paix entre les hommes, cela n'est pas admissible. Cela est inadmissible. Aucune cause ne vaut cela. Et ce n'est pas en se faisant qu'on lutte contre la corruption. En tuant un pauvre imam d'un village au sortir de la prière du Fitr, l'égorger, est-ce par ce biais-là qu'on lutte contre la corruption? Je ne le crois pas. Et cela est arrivé au Mali récemment à plusieurs endroits. Ce n'est pas ça notre façon de voir la religion, notre façon de voir la vie en société. Rien ne peut justifier cela, cher ami. Rien. Rien ne peut justifier cela. Et aucun gouvernement au monde ne peut admettre ou tolérer cela. Il y a un devoir à ce niveau-là, vis-à-vis de son peuple, vis-à-vis du reste du monde, de vérité qui doit être dite. Ceux-là disent quelquefois des choses pour complaire au monde extérieur, pour tromper le monde extérieur. Ça ne correspond pas à la réalité. La réalité, c'est leur nature criminelle, avérée, patente. Et les agences officielles françaises et occidentales disent cela. On peut les lire partout. Ce n'est pas moi qui les ai inventés. Je ne disent quoi les agences françaises disent quoi? J'ai pas compris. Les agences françaises disent quoi? J'ai pas compris. Ils disent ce que je suis en train de te dire et ce que disent les gens, que les gens ne se sentent pas en sécurité, même dans la capitale. Et les gens souffrent de par la pauvreté. Il n'y a pas de sécurité. La sécurité est la source de tout. Aujourd'hui, un constat universel. Peut-être à Doha, sinon je ne connais pas de pays au monde aujourd'hui où l'on se sent totalement en sécurité quelque part. Je ne crois pas. Peut-être à Doha. Mais je note qu'au Mali, il y a eu au mois de janvier un sommet qui a réuni 35 chefs d'État. Et... Pardon? Nous demandons à Dieu que ça continue. Et que la paix, la sécurité. Dit, cher ami, nous ne sommes pas naïfs pour penser que tout est beau, tout est rose. Nous ne sommes pas stupides à ce point-là. Nous savons qu'il y a des problèmes. Et nous faisons face à ces problèmes-là. Mais je dis que ceux qui commettent les actes de terrorisme disent ce qui leur plaît pour pouvoir tromper le monde entier. Et je crois que vous êtes un homme assez avisé, assez cultivé pour être à l'écoute du monde et savoir le bon grain de l'ivraie, la vérité du mensonge. Et dans ce domaine-là, il y a énormément de mensonges. Mais ce qui reste constant sont les faits. Les faits dont je vous parle, moi, c'est ceux que je viens d'indiquer. Comment qualifier le meurtre froid, totalement gratuit, d'un vieil imam, quand on se dit musulman? Un vieil imam. Moi, je parle maintenant. C'est des crimes inacceptables. Moi, je parle de la sécurité dans la capitale elle-même. Ce que ressentent les gens, ils ne sont pas en sécurité. Oh. Les gens sentent que le président, lorsqu'il était chef de gouvernement, il a fait beaucoup de choses, plus que lorsqu'il est président maintenant. Je crois qu'aujourd'hui, le président du Mali est arrivé, le président que je suis, cher ami, est arrivé en 2013, à trouver un pays qui n'était pas tout à fait un État, désorganisé, une armée qui n'était pas une armée, qui est en reconstruction, des forces de défense et de sécurité inorganisées également, que nous sommes en train de reconstruire. Nous sommes en train de mettre en application une réforme du secteur de la sécurité. Nous n'avons pas trouvé un État normal, un État debout, avec ses prérogatives régaliennes. Nous sommes en construction
d'un système qui s'était écroulé. Et nous avons eu une urgence. Ne l'oubliez jamais. Il fallait réussir à faire la paix avec les groupes armés. Cela, nous l'avons réussi. Quand personne n'attendait cela, vous avez suivi, notamment à Al Jazeera, toutes les étapes du processus d'Alger. De quel groupe parlez-vous? Vous avez beaucoup de groupes. Je parle des groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation. Ces groupes qui étaient opposés au gouvernement du Mali, ces groupes qui étaient armés et qui luttaient contre le gouvernement central du Mali. Ces groupes-là qui ont été avec nous en Alger et avec lesquels nous avons signé l'accord pour la paix et la réconciliation le 15 mai 2015 et avec lesquels nous avons signé l'accord définitif de paix le 20 juin 2015. Cela devait être fait, chers amis. Il fallait amener ces groupes-là à la conviction qu'en face d'eux, il y avait des hommes également, des femmes, désireux de paix et sincères dans leur volonté de paix pour qu'on avance ensemble. Et c'est cet accord-là que nous sommes en train aujourd'hui d'appliquer. Et vous pensez que nous allons faire cela avec mollesse, avec paresse, de manière biaisée? Non. Nous serions inintelligents. Nous savons très bien que notre pays a besoin de paix. Et que l'accord pour la paix n'est pas le meilleur accord possible. Mais au moins, il nous offre un cadre dans lequel nous pouvons évoluer vers une bonne paix. Qu'est-ce qui a été réalisé après 2 ans de la signature de l'accord? Beaucoup. Beaucoup, cher ami. Il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de guerre entre nous. Les membres des groupes armés sont à Bamako, viennent à Bamako, circulent dans le pays. Personne n'a jamais touché à quelqu'un en nous reprochant d'avoir pris les armes dans le temps. C'est énorme. Nous avons également, au plan institutionnel, je vous l'ai dit, créé 2 nouvelles régions. Ces nouvelles régions, aujourd'hui, ont eu leurs autorités intérimaires mises en place. Les dernières ont été mises en place il y a 20 jours. C'est vous dire que cela n'est pas rien. Nous avons avancé sur le chemin de la paix. Il reste beaucoup encore à faire et nous le ferons, Inch'Allah. Les guerres, généralement, causent des conflits et entraînent des réfugiés. Dans votre discours au forum de Doha, vous avez concentré sur le fait de traiter les causes du terrorisme et aussi le fait que des dizaines de milliers se déplacent. En dépit de l'annonce de l'Europe, de l'Union européenne, avec un accord européen avec votre pays, pour que les réfugiés ou pour que les émigrés, vous avez nié devant le président français au Mali le 16 janvier que vous avez signé un accord. Quel est le rôle de votre pays maintenant dans cette histoire d'émigrés? On n'a pas signé d'accord. Je suis un homme d'honneur. Ils disent que le ministre hollandais des Affaires étrangères a signé à Bamako pour que le gouvernement accepte des compensations. C'est pas vrai. Il y a eu une démentie. Il y a eu une démentie, cher ami. Pourquoi les Européens le disent-ils? Je n'aurais pas dit ce que j'ai dit avec le président Hollande à côté si ce n'était pas vrai. Je suis un homme d'honneur. Nous n'avons pas signé d'accord de réadmission. Ce ministre a voulu nous mettre dans l'embarras qu'il n'aurait pas fait autrement. Mais nous avons réagi vigoureusement parce que nous n'aimons pas que l'on considère par-dessus en hauteur, que l'on nous méprise quelque part. Quand on respecte quelqu'un qui vous reçoit avec dignité, avec honneur, on a au moins la courtoisie de dire ce qui s'est passé dans la réalité. On ne dit pas ce qui ne s'est pas passé. Nous sommes un pays d'honneur et de dignité. Nous assumons ce que nous faisons, nous n'assumons pas ce que nous n'avons pas fait. Nous avons dit toujours que la détresse de nos parents à l'extérieur est déjà assez grande pour que le gouvernement ajoute encore en donnant un document qui autorise à faire d'eux ce que l'on veut. Les différents gouvernements du monde dans lesquels il y a nos ressortissants sont des gouvernements souverains. Ils peuvent prendre les décisions qu'ils veulent, mais qui ne nous amènent pas à être co-auteurs de ces documents-là. Surtout pas. Non, c'est très clair. Maintenant, ils peuvent prendre les décisions qu'ils veulent, nous les imposer.
Nous ne refuserons pas les nôtres, mais nous ne faisons pas complices d'actes ou de comportements qui peuvent causer du tort aux Maliens. Nous ne le ferons pas. Voilà ce que nous avons dit, que nous maintenons. Le sommet franco-africain à Bamako, avec la participation de 35 pays africains, parce que la France occupait la moitié des pays africains. Est-ce que ce n'était pas une reconnaissance de l'influence française, économique, politique sur ces pays? Oh non, 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 je crois que l'histoire est l'histoire. Vous savez, nos pays ont un égal souci de dignité. Et la France également connaît nos pays. Et respecte ces pays-là. Les parcours coloniaux n'ont pas été de longs parcours tranquilles, calmes. Nos pays n'ont pas toujours subi la période coloniale de manière passive, de manière servile, sûrement pas. Il y a eu beaucoup de révoltes, il y a eu beaucoup de remises en cause. Aujourd'hui, l'intelligence élémentaire veut que nous considérions le passé comme le passé et que nous envisageons ensemble un avenir de coopération mutuellement avantageuse. C'est tout. Et vous avez vu des pays qui sont dans des positions très dures vis-à-vis de la France, qui sont venus là. Le président Mugabe du Zimbabwe est venu. Le président Kagame est venu également aussi. Ils ont dit, ils l'ont fait par amitié pour le Mali et son président. Parce qu'ils nous savent. Ils nous savent hommes d'honneur, ils nous savent hommes de dignité, ils savent notre souci de la dignité de l'Afrique et ils la respectent. Je crois que c'est ça. Et le président Hollande est l'homme qui a compris cela également aussi. Mais votre présence dans la zone du franc africain est une continuation de la dépendance à l'égard de la France? Cher ami, le franc CFA, c'est une grande question en débat. Bien sûr, on sait que la monnaie est un instrument de souveraineté. Tout le monde sait ça. Il y a, au sortir de l'indépendance, eu un accord de coopération monétaire avec la France. Et cet accord, à ce jour encore, est diversement commenté et apprécié. Mais tant que cela n'est pas de préjudice négatif avéré à nos pays, cela continue. Mais je peux vous dire également aussi qu'au plan africain, au plan régional, la réflexion est en train d'avancer assez rapidement vers une autonomie monétaire, une indépendance monétaire de nos zones économiques respectives. La CEDEAO est assez avancée dans la réflexion sur une monnaie commune. Mais il y a le problème, là encore une fois, des zones anglophones, des zones lusophones, des zones francophones. Mais nous sommes assez avancés. C'est dire que nous sommes conscients de ce problème-là et que nos experts travaillent à trouver la meilleure formule possible pour nos économies. Et cela sans aucun préjudice pour la solidarité qui a été tissée au long des années entre les économies des différents pays et la France et les pays européens. Les États-Unis ont des relations militaires avec 49 pays africains de 54 pays. Quelle est la nature des relations militaires entre le Mali et les États-Unis? Elles sont bonnes. Il y a également eu, depuis notre indépendance, nous avons voulu d'abord être un pays non aligné. Nous sommes un pays non aligné, donc nous n'avons pas voulu faire de choix d'un système précis. Et nous avons coopéré avec tous les pays du monde, singulièrement les États-Unis d'Amérique. Et nous avons formé des militaires aussi bien aux États-Unis qu'en URSS, dans l'ancienne URSS. Et nous sommes équipés aussi bien aux États-Unis qu'en URSS et dans les pays dits socialistes. Et nos militaires ont été formés et nous avons même eu des opérations militaires conjointes avec les Américains de formation à la lutte antiterroriste, Flintlock, opération Flintlock. Et nous avons encore aujourd'hui des militaires en stage aux États-Unis, comme on en a également dans des pays anciennement socialistes. Nous sommes un pays ouvert, nous sommes un pays sans complexe de coopération avec tous les pays du monde, pourvu que le Mali y trouve son intérêt, pourvu que cela puisse faire avancer les intérêts réciproques bien compris des deux parties.
À part les Françaises et Américaines, est-ce que vous avez d'autres forces, d'autres pays dans votre pays? Non. Nous n'avons pas de force américaine. Nous coopérons avec les États-Unis, mais nous n'avons pas de force américaine. Seulement des Français? Nous avons des forces françaises qui sont sur la bande sahélienne. Dans une opération Barkhane, il y a d'abord eu l'opération Serval qui a permis de stabiliser le Nord Mali et qui est maintenant une opération Nations Unies, sous mandat des Nations Unies, de lutte contre le terrorisme et qui comprend toute la zone, qui couvre toute la zone sahélienne, qui est basée au Tchad, à N'Djamena. Le headquarters, le siège est à N'Djamena. Et non, pas de troupes américaines au Mali. Nous coopérons avec les États-Unis en matière militaire, en matière de sécurité, en matière de renseignement, en matière d'équipement, mais non pas de troupes. Vous avez commencé il y a 4 ans votre présidence. Quelles sont les promesses politiques que vous n'avez pas encore pu achever ou faire? Cher ami, hélas, j'aurais voulu avoir un bilan plus vaste. Mais au jour du bilan, je dirais ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. J'ai encore 1 an. Et ce sera le moment à ce moment-là que nous dirons, que nous aurons de la profondeur de vue pour les regrets. Aujourd'hui, il reste encore un peu de temps pour essayer d'avancer et de voir ce qui devait être fait, qui ne l'a pas été, si cela peut être fait, ou entamé en tout cas. Le travail de l'État est un travail qui n'est jamais fini. Vous commencez, quelqu'un d'autre peut achever. Mais pour l'essentiel, ma tâche la plus importante était la paix. Et sur le chemin de la paix, je dis que, alhamdoulilah, avec l'appui de tous les pays, y compris du pays où je suis, nous avons pu avancer beaucoup. Qu'est-ce que vous promettez à votre peuple de réaliser au cours de l'année qui vous reste dans votre présidence? Cher ami, je suis un homme qui aime réaliser, qui n'aime pas beaucoup promettre. C'est pour ça que je suis à l'aise, je n'ai pas beaucoup promis. Mais j'ai dit, nous réussirons ensemble. Je souhaite, puisque c'est sur ça que vous voulez m'amener, que mon peuple ait plus d'accès à l'eau potable. C'est une honte pour nous, chers amis, qu'en plein XXIe siècle, l'eau potable soit encore un problème. Je voudrais que mon peuple sorte de l'obscurité, que la lumière, l'électricité soient enfin disponibles dans tous les villages du Mali. Je le souhaite de tout mon cœur. Je souhaite que les enfants du Mali aient accès à l'école, tous, dans les bonnes conditions. Pas dans des classes surchargées, dans des classes où ils peuvent apprendre, dans des classes dignes de ce nom. Je souhaite que les enfants, des hommes et des femmes du Mali, aient accès à la santé, dans des conditions dignes d'êtres humains du XXIe siècle. Voilà mes souhaits. Et croyez-moi, dans tous ces chantiers-là, nous tâcherons de faire autant que nous pourrons. Mais pour tout cela, nous avons besoin de la paix. Pourquoi je n'ai aucun intérêt à freiner la paix? J'ai intérêt à faire en sorte que le processus de paix marche et marche très vite. Je suis très content quand je vois aujourd'hui que sur des chantiers qui me tiennent à cœur, telle la route qui va à Kidal, pour désenclaver nos parents du Nord, que ce projet va se dérouler. On a les financements. Quand je vois que Kidal va avoir un aéroport digne de ce nom, d'une région, quand je vois que Taoudini va également avoir, Inch'Allah, son aéroport pour être désenclavé, pour que la réalité malienne devienne quelque chose de tangible par rapport à nos souhaits. Créer une région est une chose sur le papier, la rendre vivante avec les hommes et les femmes dans des conditions de vie acceptables et de dignité est également une de mes ambitions. Et je souhaite également pouvoir me rendre dans ces régions-là. Monsieur le Président, vous parlez de choses essentielles pour la vie, de l'eau, l'électricité,
les hôpitaux. Qu'est-ce que les gens au Mali ont s'ils n'ont pas les choses essentielles? Et pourquoi cela n'a pas été possible pendant des années? Voilà la question précisément. Des milliards, c'est là que le phénomène de corruption intervient. Et nos parents du Nord le savent. Nos parents de Kidal, de Taoudini et autres le savent également. Des milliards, chers amis, ont été investis dans le nord du Mali, avec vocation de développement du nord, de Kidal notamment. Et souvent dans des projets dirigés par des frères originaires de la région. Mais le résultat n'est pas là. Hélas, 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 hélas. Là, comme ailleurs, le phénomène de corruption a été ambiant. Et pourquoi nous le combattons? Pourquoi nous le combattrons? Mais cela va changer, chers amis, cela va changer. Et en plus, aujourd'hui, il y a une prise de conscience au niveau international. Il y a une implication au niveau international qui nous a valu à la conférence de Paris de mobiliser des ressources à hauteur suffisante pour pouvoir impulser aujourd'hui un développement du nord du Mali. Qu'est-ce qui vous empêche en tant que président de mettre fin à la corruption et de combattre la corruption? Je suis en train de le faire justement. C'est à ça que nous sommes engagés. Et je peux vous assurer que cette fois-ci, je suis président depuis 3 ans et demi. 3 ans et demi. Dans la vie d'une nation. Vous me direz, vous avez été Premier ministre avant. Vous avez été ministre avant. Vous avez été président du Parlement avant. L'histoire jugera. Oui, l'histoire jugera. Donc vous connaissez bien l'État. Si j'ai été élu avec le pourcentage qui a été le mien, c'est que l'attente était forte à ce niveau-là par rapport à l'homme que l'on connaît. Et si cet homme n'a pas eu le résultat aussi flamboyant qu'on le souhaitait, il n'a pas trouvé un pays normal. Il n'a pas trouvé un pays dont il s'agissait simplement de promouvoir le développement. Il s'agissait d'abord d'assurer la paix dans ce pays-là, de calmer les passions, d'arrêter le bruit des armes. Ce n'est pas évident dans un pays. C'est déjà une tâche de toute une vie et nous l'avons pratiquement réussi. Le reste, nous le réussirons, Inch'Allah. Donc le peuple malien attend de vous dans les années et demie une lutte contre la corruption. Entre autres. Et ça a commencé par la mise en place de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. C'est un indicateur. Ma dernière question, est-ce que vous avez l'intention de vous présenter pour un nouveau mandat pour réaliser ce que vous n'avez pas pu réaliser dans votre première... Cher ami, que je réserve cette question. En tant que croyant, je m'en remettrai à Allah subhanahu wa ta'ala. Sa volonté sera faite. Je ne suis que l'humble instrument de sa volonté. Nous sommes tous... mais il y a des gens auxquels Dieu a donné le pouvoir pour changer la vie des gens. Et d'autres qui sont sous la merci de ces... Si c'est cela la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne me soustrairai pas, encore une fois. Ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour votre patience. De vos questions pertinentes qui répondent à des questions que l'opinion se pose. Merci. شكرا جزيلا. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، آملين أن نكون قد قدمنا لكم صورة عن جمهورية مالي التي تقع في الغرب الإفريقي. في الختام أنقل لكم تحيات فريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم بلا حدود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.